Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, on va s'intéresser à l'histoire du droit et plus particulièrement aux 4 formes de droit historiques qui n'ont pas toutes disparu et dont on garde encore une trace aujourd'hui. On va commencer avec la plus simple de toutes, la coutume. Il y avait 2 types de coutumes, les coutumes orales, forme de droit principale dans toute l'Europe du Moyen-Âge. Elles correspondaient à la population de l'époque et au pouvoir politique. Il s'agissait de règles transmises par l'oral, connues des anciens et des érudits lettrés. Et il y avait aussi les coutumes locales, forme qui n'est pas la même sur tout le territoire français, vu que de toute façon, la France n'existait pas vraiment comme aujourd'hui. Ce niveau local dépendait d'un château fort et il faut savoir que les coutumes n'étaient pas les mêmes d'un château à l'autre. Il y a eu une évolution où on a essayé de mettre par écrit les coutumes. Du XIIe au XIIIe siècle, on avait des coutumiers, c'est-à-dire des écrits où on a retranscrit des coutumes. C'était des œuvres officieuses, pas officielles. Des gens ont fait le tour des villages pour mettre les coutumes de chaque village par écrit. Dans la même optique, au XVe siècle, le roi de France décide de faire mettre les coutumes par écrit et de façon officielle, approuvée par lui-même. En effet, en faisant écrire les coutumes, le roi peut en quelque sorte prendre le pouvoir dessus. C'est lui qui les écrit et il peut donc les modifier avec l'idée de les unifier. Le roi, en tant qu'unité nationale, a toujours plus ou moins cherché à unifier le royaume et son territoire. Les rois de France ont un peu échoué par contre à unifier les coutumes de France, si bien que lors de la Révolution française, les coutumes de France n'étaient pas encore tout à fait unifiées. La deuxième source du droit du Moyen-Âge est le droit romain. Il remonte à 700 avant Jésus-Christ en fait. Alors petit rappel des faits, en 453, chute de l'Empire romain d'Occident. Et en 529, l'empereur Justinien, qui à Constantinople, décide de faire mettre par écrit tout le droit romain. Alors il réunit une commission de juristes et leur demande de faire un manuel d'encyclopédie de droit romain. Ça va leur prendre 3 ans, jusqu'en 532. Ce document si soigneusement préparé, on l'appelle le Code Justinien. C'est notre principale manière de connaître le droit romain de cette époque. À partir de la fin du XIe siècle, on redécouvre ce code justinien. On découvre un code bien écrit, organisé, et les juristes du Moyen-Âge sont fascinés par ce grand texte qu'ils appellent la ratio scripta, la raison écrite. L'Allemagne a adopté ce code au Moyen-Âge, si bien qu'il se faisait appeler le Saint-Empire romain germanique, comme quoi ce n'était pas pour rien. Et en quelque sorte, il y a cette espèce de symbolique où ils essayent de continuer l'Empire romain. Il s'agissait d'un droit positif chez eux, c'est-à-dire un droit qui était applicable et appliqué. En France, c'est plus simple, les rois de France refusent ce code justinien, cela reste quand même une source d'inspiration intellectuelle. En Angleterre, le code justinien fait un petit bad buzz, vu qu'il y avait déjà un code anglais et en plus les juges là-bas sont très puissants. Plus loin dans le temps, en France, Napoléon a créé un code civil en 1804, d'ailleurs c'est le même qu'on utilise aujourd'hui. Napoléon lui a donné le même plan que celui du code justinien tant il était bon, c'est-à-dire la même pagination, la même structure, en fait c'était tout pareil sauf que le contenu était différent. La troisième forme de droit est le droit canonique, autrement dit le droit de l'Église. Les croyants sont soumis à l'autorité du pape et ces règles fixées par le pape, on les appelait des décrets ou des canons, d'où canonique. Ces règles de droit canonique avaient une très grande importance dans la vie des gens. Les étapes de la vie du croyant, donc naissance, baptême, mariage, mort, etc., on effectuait tout cela selon les règles de l'Église. Et ces règles étaient aussi présentes dans le Code civil de 1804 d'ailleurs. Pareil pour l'état civil, c'est-à-dire qui est né où, qui fait quoi dans la vie. Sans oublier qu'une large population était moine et qu'il y avait énormément d'abbayes, de clercs, toute leur vie était soumise à des règles canoniques. Ces abbayes possédaient des terres, avaient des relations avec les paysans, tout ça c'est le droit qui régit. Les rois de France, qu'on commence à connaître un peu maintenant, ils étaient déjà méfiants du droit romain, ils souhaitaient unifier les coutumes, alors on peut déjà deviner qu'ils ont voulu marginaliser le plus possible le droit canonique. À partir du XVIe siècle, les rois de France ont réussi à neutraliser ce droit canonique et à affirmer leur pouvoir sur toutes les questions traitées par celui-ci, comme par exemple la possibilité de nommer les évêques. Cette prise de dépendance, on l'a appelée le gallicanisme. Mais aussi, et je terminerai par ça pour le droit canonique, toutes ces règles de mariage d'aujourd'hui, elles sont tirées des traditions chrétiennes, elles ont simplement subi ce qu'on a appelé une laïcisation. Et enfin, l'ultime source de droit était la loi. On ne pouvait pas passer à côté de la loi de toute façon. La loi d'avant la Révolution, elle se définit comme l'expression de la volonté du roi. Je sais pas si vous savez, mais le roi, avant de signer, une lettre pour envoyer au cachot, il mettait « car tel est mon plaisir » et hop, au cachot. Ces rois essayaient de combattre toutes les formes de droit que nous avons vues. Le roi veut juste imposer sa volonté, c'est tout. Il cherche donc à marginaliser les autres formes de droit et à affirmer la sienne. Le tournant historique, où la loi va s'affirmer comme étant la source principale de droit, c'est le XVIe siècle. La fin des guerres de religion en France grâce à Henri IV et l'édit de Nantes entre autres.
À cette époque se crée l'État moderne, on sort de la féodalité pour la souveraineté. Il se crée donc un État souverain, différent d'un État féodal. Le roi de France, à partir du moment où il se dit souverain, peut adresser n'importe quel ordre à n'importe qui dans le royaume. La loi est donc la volonté du roi. Elle s'appliquait déjà à l'époque sur tout le territoire et à tout le monde. Après la Révolution, ce n'est plus le roi qui exerçait ce pouvoir, mais la nation, le peuple. C'est ce que l'on a appelé la démocratie. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Alors nous ne sommes toujours pas sur toutes les plateformes, seulement sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à regarder nos autres podcasts. On en a fait beaucoup en plus ces temps-ci. Et on se dit à demain pour un prochain podcast. Merci beaucoup.